Bonjour, bonne année à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Nous sommes le 4 janvier à 7h09 du matin. Donc, mon intervention s'intitule « Sans dessus dessous ». C'est une intervention en 2 parties, sans un seul thème précis, si ce n'est de présenter un état de ma recherche-création et de participer au séminaire PI, et cela avec une méthodologie du sans dessus dessous. C'est une expression qui m'est venue naturellement, qui m'a semblé à première vue assez péjorative. Prendre tous mes documents et essayer de faire un plan qui n'avait ni tête ni queue, qui n'avait ni dessus dessous. Et finalement, y regarder 2 fois, cette expression me semblait la possibilité d'un retournement de ce dualisme cartésien dont parle la mésologie. Donc ce dualisme cartésien, c'est celui du fameux « je pense, donc je suis » de Descartes, élevant le « je » dans une abstraction autonome qui fait que « je » existe, qu'importe le reste. Or, d'après Augustin Berg, le principal traducteur de la mésologie japonaise qui développe son actualité aujourd'hui, ce dualisme abstrait l'homme de son milieu et lui permet de s'en séparer totalement en le considérant non plus comme vivant, mais comme objet. À partir de là, l'homme peut facilement piller et saccager le monde en tant que ressource. Bref, sans dessus-dessous indique un ordre non pas inversé, mais peut-être un ordre déversé. Annulant les repères, il est impossible de savoir où sont les balises habituelles, les repères cartésiens, où est l'importance, depuis quel côté lire le texte, par le début, par la fin. D'ailleurs, une seule lettre différencie littéralement le dessus du dessous. Un U, une grande ligne courbée. Bref, nous revenons toujours aux lignes. 2 étapes. Une réflexion du début, notamment du livre Objectivité, de Daston Lorraine et Galison Peter, ainsi qu'une partie à propos de mes récentes expériences nippones, notamment dans la péninsule de Shizuoka, au sud de Tokyo. Les 2 parties étant forcément en lien, vous l'aurez compris, mais sans dessus-dessous. Shizuoka. Dans le cadre de mes recherches, je suis allée rendre visite à Yoan Moro, anthropologue et dramaturge, ayant notamment mené ses recherches aux mines Paritech, à l'EHESS et au Research Institute for Humanity and Nature à Kyoto. Actuellement, il s'est détaché de l'institution pour vivre dans ce qu'on appelle l'inaka, littéralement constitué des kanji, champs de riz et cabane, donc l'arrière-pays, la campagne, dans un petit village accessible à 45 minutes de train local et 1 heure de bus depuis la grande ville la plus proche. Yoan Moro a réalisé sa thèse sous la direction d'Augustin Berg, intitulée « Catastrophe et monde, dispute et trajectoire du sens des aléas majeurs ». Je cite une partie de son résumé de thèse, car j'aimerais vous situer la position de Yoan Moro, et notamment son parcours. En mobilisant 2 appareils conceptuels, la mésologie d'Augustin Berg et la grammaire des cosmologies de Philippe Descola, cette thèse propose des catégories interprétatives, risques, contraintes, ressources, agréments, et explicatives, causes, mobiles, raisons, principes, autour desquels s'articulent les problèmes soulevés par les aléas majeurs. Enfin, la mise en regard dynamique de ces 2 matrices théoriques met au jour un dispositif médial où la dispute opère elle-même en tant que modalité de régulation essentielle des mondes humains et de traitement des catastrophes.
Avant de se désinstitutionnaliser, Johan Moreau a aussi exprimé dans un de ses articles des premières pistes autour d'une mésographie. J'en parlerai peut-être lors d'un prochain podcast. Depuis, il se concentre sur son hatake, son potager, dans le village d'Izu, au hameau de Okubo. Il qualifie ce qu'il fait d'expérimentation. Lorsque je l'écoutais et le voyais coexister avec son milieu, j'y voyais un exemple d'une mésologie active, terme déjà employé par Augustin Berg pour décrire l'activisme de l'ostriculteur Takayama Shigehatsu dans son combat mené et gagné contre le projet de construction de digues maritimes dans son village côtier suite au tsunami du 11 mars 2011. À ce propos, je vous mettrai à la fin de ce podcast dans le dossier Drive la bibliographie des ouvrages cités dans ce podcast. Le 17 novembre, alors que je me réveille vers 5h30 dans une chambre à 8 tatamis, un tokonoma, sorte d'alcôve où présenter des calligraphies et de l'art floral, et un chat noir ayant griffé la nuit dernière et déchiré 4 carreaux de papier washi servant de séparation murale appelés shoji, je me dirige d'abord pour prendre mon petit déjeuner dans la seule pièce chauffée de la maison avec un poêle. Après avoir rapidement grignoté les mikan, c'est-à-dire les clémentines, offertes par la voisine de palier aussi appelée Mamie, au Bas-Hassan, cueillie dans son propre jardin, je suis allée voir l'attraction du coin, si je puis dire, le mont Fuji. Vers 6h du matin, apparaissant tel un mirage, le mont Fuji. Mirage, étymologie et histoire. Illusion optique due à des phénomènes de réfraction dans l'air. Dérivé de mirer. Mirer, étymologie, regarder attentivement, contempler, admirer. Regarder dans un miroir ou dans une surface polie. Se projeter dans, se complaire dans, s'identifier à. Refléter, renvoyer l'image de. Du latin mirari, s'étonner, être surpris. D'où regarder avec étonnement, admirer. Bref, un mirage, une image, un fugimage. Petit encart, pour ceux qui me connaissent moins, j'ai longtemps été fascinée, ou plutôt même névrosée, par la forme archétypique du mont Fuji, ce grand triangle parfait, que j'ai notamment traité précédemment avec Caroline dans le projet Ubiquité, consistant à l'aide d'une triade de formes archétypiques, carré, rond et triangle, donc petit Fuji, à étudier et décomposer le monde. Ceci était inspiré par la calligraphie du moine Sengai Gibbon, qui, en traçant ces 3 formes, a ensuite titré cette calligraphie « L'univers ». Mais tant mieux, je suis venue au Japon et je me sens moins seule, névrosée de cette forme archétypique. Les Japonais, pour qui la forme du Fuji peut non seulement être un sujet de représentation dans les nombreux jardins secs, les kare-sansui, comme par exemple au Ginkakuji à Kyoto, ou bien autre apogée de contemplation depuis le début des méthodes de reproduction, que ce soit les estampes, les fameuses 36 vues du mont Fuji, ou bien par la photographie, les mouvements des nuages autour du mont Fuji de Masanao Abe, jusqu'à utiliser sa forme au quotidien pour ustensiles de cuisine, pour former des Fuji de riz dans son assiette, des sodas flottes, ces sodas aux couleurs bleues ou vert fluo agrémentés d'une boule de glace au-dessus, miam, ou n'importe quel ustensile, objet, décoration,
utile ou décoratif. Après ce détour par les images, dont vous avez pu comprendre l'ampleur du phénomène formel et symbolique Fuji au Japon, de cette Fujimage, je pourrais faire un podcast entièrement dédié à ce propos, mais le temps presse. Je reviens sur l'autre rive nous séparant du mont Fuji par un peu d'océan Pacifique, au hameau de Okubo, dans le village d'Izu. Miyakichi Osaguchi, pharmacien de diplôme et né non loin de notre hameau aux multiples potagers, a été principal technicien chez Fujifilm à partir de 1931 et a alors mis au point les premiers films couleur chez Fujifilm. Au moment du mirage, sur le balcon de Mamie, la mamie des Clémentines, j'aperçois non seulement le Fuji, mais aussi le jardin du voisin en contrebas, plus proche du niveau de la mer. Le voisin en question possède une maison arborée d'un grand jardin et bordée au niveau de la mer par une haie. À y regarder 2 fois, cette haie possède des ajourées, littéralement percées de jour, des sortes de trouées ou de demi-fenêtres. Une image de château fort me vint de suite à l'esprit, un endroit depuis lequel regarder tout en restant sain et sauf. Ou bien plutôt un poste d'observation ou bien un tableau, une fenêtre, une peinture. En demandant à Johan Moreau à mes côtés, il me dit que j'ai bien vu. En effet, ces sortes de fenêtres, taillées précisément par notre voisin, ne sont pas seulement pour la contemplation du mont Fuji. Elles sont aussi pour surveiller la mer. Ce voisin est notamment le garde-côte bénévole du hameau, celui qui est censé donner l'alerte en cas de tsunami. Il contemple, surveille, sous-veille la mer. La mer n'est ici pas vue seulement en tant qu'œuvre de contemplation, cet ensemble paysage Fuji-mer en tant que paysage, mais il est aussi vu en tant que possible risque, auquel cas les villageois devraient être prêts à évacuer vers les hauteurs en vue de se mettre à l'abri. Suite au tremblement de terre au large des côtes du Tohoku, le tsunami du 11 mars 2011 a engendré la mort d'environ 18 500 personnes, dont la majeure partie, 93%, est morte noyée. En dépit des digues déjà présentes dans les régions côtières, ces dispositifs de protection monumentaux n'ont pas été opérants, les vagues atteignant plus de 16 mètres à certains endroits. Ces digues ont été développées simultanément avec la conquête généralisée des estrans, fruit de la puissance industrielle japonaise dopée à la haute croissance économique d'après-guerre. Malgré leur inefficacité lors de ce tsunami, voire du potentiel d'aggravation du risque, s'est posée la question de la reconstruction de ces dispositifs après mars 2011 et de la réévaluation des choix opérés lors de la modernisation du pays. La réponse de l'État japonais fut de considérer que leur échec ne relevait pas du mode de protection, mais de sa taille ainsi que des matériaux utilisés. Depuis 2011, les côtes japonaises ont ainsi pu se doter de digues plus hautes et plus solides, manifestant une intervention sur le milieu dans des proportions jamais atteintes historiquement, soit un mur s'étalant sur 370 km dans les zones du Tohoku, d'une hauteur de 8 à 28 mètres selon les localités. Cette vision partielle du milieu, en tant qu'elle ne prend en compte qu'un seul agent, l'humain, au centre d'une perspective à un seul point de fuite, aplatit la multiplicité des dimensions du milieu à une dichotomie risque-protection, à un dualisme. L'élaboration du mur sépare et invisibilise non seulement la mer, mais aussi le risque.
l'objet même de la protection induit une perte de visibilité de l'objet risque dans un rapport qui s'apparenterait davantage à un dispositif passant d'une cohabitation, d'une veillance à une surveillance, déléguée à des systèmes techniques et au gouvernement. En soustrayant la visibilité, ainsi que la dimension sonore par lesquelles les signes avant-coureurs d'un tsunami pouvaient être décelés à l'aide d'un savoir ancestral se passant de génération en génération et transmis sous forme de mythes, le mur sabote les réflexes, les responsabilités et les relations traditionnelles au milieu. Le retrait de la mer, le bruit des vagues qui cessent, la fuite des animaux, ces signes-là sont remplacés par un système fortifié d'alarmes à travers des annonces relayées par les téléphones portables se situant dans les zones en danger, appareillage misant sur la résistance du réseau électrique et de télécommunications qui avait déjà failli en 2011. Cette représentation projective et anthropocentrée, manière de percevoir la mer uniquement comme risque dont il faut protéger l'homme, est au centre de ce problème dualiste dont nous avons parlé et dont la mésologie cherche à dépasser le paradigme. Augustin Berg a ainsi développé des catégories de prise mésologique, notamment étudiées dans Écoumène, publié en 2000, dont il emprunte à la logique lémique la démultiplication accumulative de plusieurs réalités vraisemblablement opposées. Cette lémique, à l'œuvre, est notamment issue de la pensée du japonais Yamauchi Tokuryu et plus historiquement du bouddhisme, du grand véhicule, permettant de saisir conceptuellement une logique organique, vivante, dans laquelle tout donné environnemental peut exister en tant que diversité selon les êtres concernés, traçant alors une possibilité de penser et de fabriquer une coexistence préservant la biodiversité. Johan Moreau a mis en évidence graphiquement des premiers géogrammes, représentatifs de ces équivalences de réalité, sorte de surgissement matriciel des différentes prises au et depuis le milieu. J'entends prise en tant que position, en tant que regard et manière d'agir. Ces matrices herméneutiques rendent visible pour un objet, un événement, des divers. Revenons maintenant au potager de Johan et à sa mésologie active. Johan n'arrose pas son potager et il pratique non pas une permaculture, mais une fermaculture. En lui demandant en quoi cela se différencie de la permaculture, il me précise que c'est une ferme à culture, un processus d'acculturation commun entre lui et le potager. Acculturation est un dérivé de l'anglo-américain to acculturize, modifier la culture d'un peuple éventuellement, modifier la culture par assimilation d'éléments étrangers. Ce n'est pas la terre qu'il cultive, mais c'est aussi la terre qui le cultive. Et ce n'est pas une culture, mais un double processus depuis vers, depuis tiré vers, où la terre s'acclimate à la coexistence de Johan, et Johan de même, vice-versa, sans dessus-dessous. De plus, Johan accorde une importance grande à l'existence de diversité de milieux, au sein du même milieu, de caractéristiques diverses, pourrait-on dire, au sein de ce potager monde. Avant l'achat de ce terrain, l'agriculture précédente l'a entièrement retourné et y a pulvérisé de l'insecticide nocif pour remettre à zéro, à neuf, et ainsi a cédé à Johan une terre prête, entre guillemets, selon les normes de l'agriculture telles que l'ancien propriétaire l'entendait, prête à accueillir un potager, une terre neuve.
Pour refaire ce qui a en quelque sorte été défait, Johan est allé chercher de la terre sur les hauteurs du village et a aussi pioché dans des éléments présents au bord de mer, notamment des troncs ramenés lors d'un typhon, des galets, des rochers. Tout cela pour que la terre revienne à un niveau neutre, à une moyenne, à un milieu du milieu. Cela sans pour autant rajouter artificiellement des choses, des éléments tels que du compost qui boosterait ou doperait de trop les caractéristiques de la terre d'après lui, contre nature, contre sa nature en quelque sorte. Juste en déplaçant des éléments déjà présents dans le milieu proche pour que la terre ne soit pas trop riche, dit-il, mais juste sobre. Ainsi, sourire au visage, il me disait que son potager n'est pas endommagé par des nuisibles, que ce soit des insectes, des sangliers, etc. Il n'est pas trop attrayant, ou comme dirait-on en japonais, pika pika, onomatopée signifiant scintillant, éclatant. Gilles Clément, parlant de son jardin en France, dit que son jardin en mouvement, toute sa réflexion à propos du jardin vivant et de son tiers paysage, a commencé lorsqu'il a décidé de changer de chemin pour ne pas marcher sur une plante alors poussant là. Il ne pouvait plus distinguer cette herbe, cette plante, d'une mauvaise herbe, car elle avait tout autant droit d'être ici que Gilles Clément de passer par ce chemin. Ménager la vie et la vue me semble avoir un lien étroit. Regarder et respecter de même. Regarder vient de chercher à voir quelque chose ou quelqu'un en dirigeant sa vue. Diriger la vue, changer de chemin pour ne plus écraser de mauvaises bonnes herbes, Johan me semble l'expérimenter, tout autant que la cohabitation entre les différentes vies végétales. Par exemple, un pied de tomate s'est appuyé sur un des espèces de totems qu'il a construit dans son potager, constitué de bambous échoués récupérés sur le bord de mer à 5 minutes de là. Il a érigé cette sorte de paratonnerre pour que l'eau s'écoule d'une manière différente à cet endroit précisément, régissant ainsi une zone humide au sein du potager. Un des pieds de tomate s'y est donc appuyé, s'y est plu, et a grimpé sur plus de 2,30 mètres. Un des chats cohabitant avec Johan, Yuki, littéralement signifiant neige, nommé ainsi car il est blanc, s'y plaît à se reposer en son centre. Paratonnerre, abri à chat, tuteur de gigantesques, grandioses pieds de tomates, cet endroit constitue une multiplicité d'abris. Sous les galets de mer, des zones plus humides et fraîches. Sous les troncs de bois et de bambous récupérés en mer, pareil, mais différemment. Essayez de construire des abris pour une plus grande diversité d'espèces, dit-il. Il fait, me dit-il, des expériences. Un autre pied de tomate ici s'est entremêlé avec un mûrier. Et nous sommes d'accord tous les deux en les regardant, disant qu'ils s'entendent très bien. Nous sommes alors mi-fin novembre. Il y a encore des tomates qui poussent. Plus tardivement, mais lorsqu'on les laisse prendre leur temps, on peut en avoir jusqu'en hiver, me dit-il. À ce moment-là, je suis alors effarée de la vitesse et de l'artificielle saisonnalité que l'on donne à certains de nos légumes et fruits. Et de la solitude, bien que sentiment très anthropomorphique et donc anthropocentré, de cette solitude que nous forçons aux végétaux de les faire pousser et mûrir avec seulement les êtres de leur espèce. Le mûrier et son tomatier semblent être faits l'un pour l'autre, l'un par l'autre. Par contre, au fond à droite, l'arbre donnant les fruits de la passion, quel que soit son nom, a éradiqué les pieds de tomates alors plantés quelques mois passés à ses côtés. Il s'étend majestueusement sur toute une grande clôture, celle du fond, à droite,
de ses feuilles charnues et glacées. Yuan tente ainsi de faire cohabiter et s'acculturer non seulement les espèces végétales, mais plus largement vivantes. Il essaie d'oublier tout ce qu'il a appris, me dit-il. Les choses qui sont déjà là, en japonais Sudeni Sokoni Arumono, me semblent être une sorte de design relationnel d'avec les choses du milieu. C'est aussi un principe créateur pour l'artiste japonais Shinro Otake, qui a notamment construit le bain public, ou littéralement le sento, I Love You, à Naoshima. You voulant dire l'eau chaude pour le bain. Otake décrit sa méthode comme un collage, une collaboration avec ce qui est déjà là. Je le cite. Je ne considère pas des projets comme I Love You comme de l'architecture. Initialement, il n'y avait pas de projet défini. Nous avons fait la structure de base, puis nous avons construit les œuvres avec des matériaux que j'ai découverts sur place. Contrairement à l'architecture conventionnelle, où l'on construirait un bâtiment à partir de zéro en utilisant des matériaux neufs, le sento, le bain, est un assemblage de ce qui se trouvait déjà là. Il dira également « Pour trouver le bon rebut, vous devez rencontrer les bonnes personnes », ce qui dénote de la dimension participative de la collection des matières premières avec lesquelles l'artiste va collaborer. Créant ainsi un espace de para-archives composé de matériaux trouvés et de reproductions qui alors fabrique un patrimoine insolite entre pop culture et débris, entre ce qui est déjà là, ce qui sera fabriqué, à la temporalité incertaine. L'œil de Yuan, ce regard entre guillemets expert d'un docteur en anthropologie, ne suffit plus et ne se fie plus à l'objectivité et à la raison historique et scientifique, mais plutôt à un sur le tas, à une relation, à une expérience de co-concrécence au sein d'un milieu dont il fait partie, et à l'occasion dont il étudie son expérimentation. Maintenant, je pense que vous avez compris où voulais-je en venir avec cette mise en rapport entre Yoan Moreau et le livre sur l'objectivité, parce que le podcast commence à être trop long et je dois vous le rendre très bientôt. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de manière imminente. Mais dans ce livre sur l'objectivité, il y a notamment question de la relation entre le scientifique et l'artiste dans la manière de fabriquer, dans la fabrication d'images, qui est la manière de produire finalement un savoir, de le rendre visible, de le rendre partageable et d'y établir notamment des atlas et des communautés de chercheurs et de savoirs. Je pense que je vais arrêter là ce podcast et je vous propose qu'on feuillette ensemble le livre, que je vous lise quelques passages rapidement et qu'on y réfléchisse ensemble. Et j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous remercie pour votre écoute.